Les élections en Allemagne. Est-ce qu'on en parle très très rapidement? J'étais en Irlande, j'étais dans un autre pays en train de manger des seafood chowder, du pain irlandais délicieux. Mais pendant ce temps-là, il se passait des trucs dans le reste de l'Union européenne, notamment les nazis 2. Est-ce que vous avez vu le résultat des élections allemandes? Donc l'AfD, on rappelle du coup que c'est les élections dans lesquelles, par exemple, Elon Musk a mené campagne pour l'AfD. Hein. Donc l'AfD, en gros les nazis 2, ont fait une énorme percée, historique percée de l'AfD, de l'extrême droite allemande. Avec 20,8% des suffrages, l'AfD Alternative for Deutschland se hisse pour la première fois à la deuxième place du scrutin, devant les SOSDEM du SPD, à la tête de la coalition sortante, qui ne récolte que 16,4% des voix. Donc, on rappelle que la coalition sortante, c'était la droite qui se dit de gauche, en gros. D'accord, le PS, Hollande, en gros, le Hollande allemand, si on pouvait imaginer une version d'Hollande encore pire que lui. L'analyse géographique des résultats montre une Allemagne très nettement divisée sur la base de ses anciennes frontières. Extrême droite est arrivée en tête dans la quasi-totalité des circos de l'ancienne RDA. Les gens, faut se rendre compte que vraiment la réunification de l'Allemagne, pas optimale, hein, ça n'a pas été fait de façon optimale, clairement. L'Allemagne de l'Est est restée vraiment en deçà en termes de niveau de vie, en termes de richesse et tout, par rapport à l'Ouest. Et enfin bref, tout un tas de problèmes socio-économiques qui font qu'il y a un énorme ressentiment en Allemagne de l'Est encore aujourd'hui, un sentiment de déclassement, etc. Bon, bien sûr que le racisme explique énormément aussi du vote AfD, hein, c'est le facteur principal, je dirais. Mais avec la division géographique, on voit qu'il y a d'autres facteurs explicatifs. Enfin, de toute façon, bon, les facteurs socio-économiques, c'est complexe et c'est l'éducation, c'est plein de trucs. À l'exception de Berlin, de Weimar et quelques villes, avec des scores dépassant parfois 40% des suffrages pour l'AfD dans l'Allemagne de l'Est. Lors du précédent scrutin en septembre 2021, les sociodémocrates y avaient remporté la majorité des sièges. Donc, effondrement de ce qu'ils appellent les sociodémocrates, mais qui sont, techniquement, LFI sont des sociodémocrates. Hein. On regarde techniquement en termes de définition politique, le programme de la France Insoumise est un programme social-démocrate, dans le sens où c'est pas une sortie du capitalisme, c'est simplement pallier aux pires effets, aux pires conséquences du capitalisme, sortir d'un arc néolibéralisme, d'accord, mieux financer les services publics, rendre plus progressif l'impôt, arrêter des privatisations, tous ces trucs-là, c'est techniquement une politique social-démocrate, hein, donc c'est la politique que veut faire LFI. Moi, je dirais pas que la coalition sortante allemande, c'était de la social-démocratie. C'est encore une fois, le terme est parfois dévoyé, à mon avis, le terme de SOSDEM. Comme en 2021, l'extrême droite ne remporte aucune circonscription dans l'ex-Allemagne de l'Ouest, où les chrétiens démocrates ont fait le plein des voix. Donc c'est quand même la droite dure qui gagne, parce que c'est CDU-CSU, la plus grosse coalition. Donc la droite a gagné, la droite dure a gagné, l'extrême droite a explosé. Et on va regarder quand même la tendance positive dans ces résultats d'élection, qui est le retour de Die Linke. Le retour, quand même, en force de Die Linke. On a explosé dans les sondages dans les dernières semaines de la campagne. Je ne sais pas si vous étiez en train d'observer, mais on voyait déjà que dans les sondages, ça commençait à augmenter. Donc, Die Linke qui est vraiment une gauche de rupture. Alors, il y en a qui disent que Die Linke est encore plus à gauche que LFI sur des trucs. Oui, la position de Die Linke sur la Palestine, apparemment, est pas basée. Après, bon, les Allemands ont toujours été quand même des droitards mentaux, sauf une gauche de rupture qui a été présente avec Die Linke récemment. Et historiquement, il y avait une gauche de rupture, hein, bien sûr, mais tout un symbole. Dimanche soir, des affiches à l'effigie d'Alice Weidel, la candidate de l'extrême droite allemande, avaient été placardées devant l'entrée du siège de l'Union chrétienne démocrate, CDU, à Berlin, semblant toiser les invités et militants qui patientaient dehors. Un avertissement pour le parti conservateur, qui, bien que victorieux, a vu l'écart qui le sépare du parti AfD se réduire quasiment de moitié depuis 2021. La formation d'extrême droite est désormais la deuxième force politique du pays, avec 20, donc c'est vraiment comme la France, quoi. Hein. L'AfD est encore plus ouvertement nazie que notre extrême droite à nous, quand même. Hein. L'AfD a été impliquée dans plusieurs scandales ces dernières années. Des responsables politiques de l'AfD ont rencontré en novembre 2023 des extrémistes d'extrême droite, redondants un peu, mais ok, connus pour discuter d'un projet d'expulsion d'Allemagne de millions de personnes. Lors de cette réunion, ils ont élaboré un soi-disant plan directeur qui concerne à la fois les personnes avec et sans nationalité allemande. Mais non, on veut que expulser des gens qui n'ont pas la nationalité et qui ont fait des crimes ou des délits. Toute l'extrême droite dans le monde entier, c'est le même mensonge. Hein. Bistron, membre du Bundestag allemand et candidat de l'AfD au Parlement européen, aurait été financé par un réseau d'influence russe selon une enquête menée par Der Spiegel. Bon, c'est pas étonnant.
Ils sont tous, de toute façon, des toutous du Kremlin. Björn Höcke, leader influent de l'AfD dans le Land de Thuringe, a été jugé en 2024 pour avoir utilisé le slogan nazi « Tous pour l'Allemagne ». S'il est prouvé qu'il l'a utilisé intentionnellement, le slogan utilisé par les SA, il risque une peine de prison. Évidemment que c'est fait exprès. Daniel Alemba, homme politique bavarois de l'AfD, fait face à des accusations du parquet en 2024 qui inclut des soupçons d'incitation à l'encontre de groupes de population, de blanchiment d'argent, de coercition conjointe et vandalisme. Les jeunes qui se tournent vers l'AfD, la JA ou d'autres mouvements d'extrême droite entretiennent justement un rapport décomplexé avec l'histoire de leur pays. Le génocide des juifs par les nazis n'est plus un tabou et il n'agit plus comme un repoussoir absolu symbolisé par le slogan « Plus jamais ça, né après 45 ». Les sympathisants refusent de porter à leur tour ce qu'ils considèrent comme un fardeau moral encombrant réservé aux perdants de l'histoire. Ils préfèrent considérer, à l'instar de leur chef révisionniste Björn Höcke, le mémorial aux victimes de l'Holocauste de Berlin comme le mémorial de la honte. L'Allemagne doit être fière de ses traditions et de son histoire, ne doit pas s'auto-flageller. Dans des régions où le passé rime avec la honte, celle du nazisme, celle de la dictature du parti unique, celle de la crise des années 90, l'extrême droite prône la fierté d'appartenir à une communauté définie par opposition aux migrants et qui prend forme localement dans l'esprit de corps. Les chants nationalistes et les slogans racistes activement relayés sur Internet. Sans oublier les accessoires, le magasin en ligne Patria propose des t-shirts autocollants remigration, déodorants fierté, fraîcheur. What the fuck? Bon, des trucs nazis quoi. L'extrême droite bénéficie du privilège dont jouissent les partis n'ayant jamais gouverné. Ouais, ils ont un petit peu gouverné quand même. Légèrement quand même, non? En plus, ce qui est fou, c'est qu'il n'y a même pas de vague d'immigration en Allemagne actuellement. D'accord? On est genre 10 ans après la crise des réfugiés syriens de 2015. Ok, il y a une vague peut-être d'Ukrainiens en 2022, mais on sait très bien que les gens qui votent AfD, leur problème, c'est pas avec les immigrés ukrainiens. C'est là que vous, en fait, c'est ça que vous comprenez pas, c'est que vous avez la propagande de l'extrême droite qui dit ouais, en fait, si les gens votent plus pour ça, c'est parce qu'il y a plus en plus d'immigration, etc., etc. Alors qu'en fait, c'est juste qu'il y a une propagande de masse dans les médias mainstream, il y a un matrixage, il y a un lavage de cerveau, il y a Elon Musk qui met tous ses réseaux en place, tout son capital là pour essayer de faire campagne pour ça. En Allemagne, ils utilisent Twitter, d'accord? Je sais pas à quel point ils l'utilisent, probablement moins qu'aux États-Unis, mais ça n'a pas zéro impact. Analyse très intéressante des élections allemandes, si ça t'intéresse. L'extrême droite est sur le point de réaliser un score historique. Renaissance surprise de la gauche radicale, effondrement de la majorité centriste sortante. Que se passe-t-il en Allemagne? Comment est-on arrivé là? Ouais, on avait parlé du mode de scrutin, il est complexe. Il y a deux votes que tu fais en fait quand tu vas dans ces élections en Allemagne. Tous les partis doivent obtenir au moins 5% des voix pour pouvoir bénéficier de la proportionnelle et être représentés au Bundestag ou en dessous de 5%, gagner 3 circos. Les élections de dimanche, anticipées de quelques mois, se tiennent après l'effondrement de la majorité sortante Feu Tricolore. Elles font suite aux élections fédérales de septembre 2021. Cette élection avait vu un affaiblissement de la coalition Union chrétienne démocrate, Union chrétienne sociale, CDU-CSU, 24,7 moins 9%. Coalition de la chancelière sortante Angela Merkel, vaincue après 16 ans de pouvoir. Le triomphe de ses partenaires du puissant Parti social-démocrate allemand, SPD, l'autre mastodonte de la politique allemande, grand parti historique du centre-gauche dirigé par le modéré, comme toujours, et placide Olaf Scholz. Donc centre-gauche, les guillemets autour de gauche sont très importants, hein, parce que c'est en gros des néolibéraux catastrophiques. Un bon score des écologistes verts, Grünen, eux aussi particulièrement droitiers selon les critères européens, et des ultralibéraux du Parti libéral-démocrate. Elle avait aussi vu un léger reflux de l'extrême droite du parti AfD, mais aussi et surtout l'effondrement du parti. Donc l'AfD qui passe de 10 à genre 20,8. Ouais. Donc genre doublement du poids de l'AfD dans le Bundestag. Donc la coalition sortante, coalition fragile, se revendiquant de l'héritage centriste et néolibéral d'Angela Merkel, Olaf Scholz s'est distingué par sa politique antisociale et austéritaire. Les quelques revendications portées par l'aile gauche du SPD, rétablissement de l'ISF, modification des terribles lois Hartz sur le travail, ayant été écartés par les libéraux et les Verts, le gouvernement s'est contenté de mener une politique mollement libérale, lancer le réarmement du pays, tenter de juguler l'inflation par l'austérité. Bref, 4 ans marqués par la récession et la flambée des prix, notamment l'énergie. Donc ouais, bien sûr, toujours l'inflation, hein, c'est toujours l'inflation. Une politique au bilan globalement inefficace et austéritaire, que quelques réalisations symboliques, augmentation du salaire minimum à 12 € de l'heure en pleine inflation, introduction d'un billet de transport public unique, etc., ne peuvent pas sauver. On avait parlé du billet de transport unique sur le rendez-nous, je me souviens quand ça avait été fait. Les micro-trucs positifs qui ont été faits sous cette coalition. Mais globalement, c'est la même chose que partout dans le monde, les gens. Quand c'est les libéraux au pouvoir, quand c'est le libéralisme, quand c'est le capitalisme débridé, quand on n'adresse aucun des problèmes matériels concrets que les gens ont,
on règle pas la pauvreté, on s'en fout complètement des personnes à la rue, on réduit les services publics, on privatise des choses, on laisse les plus riches s'enrichir à illimité, etc., etc. Le résultat, c'est la montée de deux forces de rupture. D'un côté, le fascisme, une promesse de rupture avec le statu quo, mais en gros pour empirer absolument tous les aspects du pays, d'accord ? Dire que tous les problèmes du pays sont dus à une minorité présente sur le territoire, bien évidemment choisie pour que ça parle aux personnes les plus racistes, pour que ça soit un ennemi de l'intérieur construit sur un déjà là raciste dans la population, d'accord ? Donc en Allemagne, ça va être les immigrés non blancs, les choses comme ça, les gens comme ça. En France, pays extrêmement islamophobe, ça va être les musulmans, l'islam, même les personnes non blanches plus largement. Aux États-Unis, ça va être les Mexicains, les Portoricains, l'immigration. Maintenant, ils disent regardez le fentanyl qui arrive par le Canada. Bref, c'est à chaque fois une minorité qui existe au sein de la société, qui a des liens avec l'extérieur, avec un ennemi qui est à la fois un ennemi de l'intérieur et un ennemi de l'extérieur, qui est à la fois extrêmement puissant mais aussi extrêmement faible. On pourrait, en claquant des doigts, se débarrasser de cet ennemi de l'intérieur avec soit une déportation de masse, soit un génocide, ou un truc dans ce style-là. Mais à la fois, c'est un ennemi surpuissant qui a infiltré toutes les strates du pouvoir, toutes les strates des médias, de l'universitaire. En France, l'extrême droite parle de l'islamo-gauchisme à tous les niveaux, de toutes les institutions. Le wokisme qui a gangréné tous les médias, Netflix, Internet, les réseaux sociaux. C'est un complot, voilà, tout ça doit être aussi complotiste. Bref, c'est le même truc, c'est cette force-là fasciste qui émerge d'un côté, et de l'autre côté, la gauche de rupture qui arrive, qui propose une alternative au statu quo, mais dans le sens d'améliorer concrètement la vie des gens, adresser les problèmes auxquels les gens font vraiment face. Et donc c'est la montée de la France insoumise en France, par exemple. Une gauche de rupture solide, avec un vrai programme chiffré, politiquement sérieux, de sortie du néolibéralisme, de sortie du libéralisme, d'aller dans le sens inverse, dans l'intérêt général, qui passe de 10% en 2012 à 20% dès 2017, 22% en 2022. Énorme percée du coup de la gauche de rupture en France. Et on a, aux États-Unis, le mouvement de Bernie Sanders et de l'aile progressiste des démocrates qui malheureusement a un peu échoué à s'imposer, a pas réussi à faire le poids. Alors ça a continué bien sûr, hein. Et peut-être que maintenant sous Trump, plus en plus d'Américains vont se rendre compte qu'en fait la seule alternative à toute cette merde qu'il leur est proposée, c'est la gauche de rupture. En tout cas, là ce qu'on voit dans ces élections allemandes, c'est aussi le même mouvement. Die Linke qui revient en force. Aussi parce qu'ils ont bien travaillé, Die Linke, ils ont fait des campagnes sur les réseaux sociaux très très solides. Apparemment, ils ont aussi fait une campagne de porte-à-porte de terrain. J'ai vu un article qui parlait de ça. Alors, en parallèle, alors que ce gouvernement libéral lui laissait une opportunité inédite de s'affirmer, Die Linke connaissait une descente aux enfers. Die Linke, la gauche, née dans le milieu des années 2000, est le produit d'une fusion du parti socialiste-démocrate, PSD, héritier direct du SED est-allemand, ancien parti au pouvoir en RDA, et de la WASG, une coalition altermondialiste. Donc le parti a connu son heure de gloire il y a une quinzaine d'années, obtenant jusqu'à 11,9% des voix peu après son lancement aux élections fédérales de 2009, avec des dizaines de milliers de membres, 76 députés et la puissante fondation Rosa Luxembourg aux ramifications étendues à toute l'Europe. Die Linke était alors sans conteste le plus puissant parti de gauche radicale du continent. Ouais, il y a eu une baisse de Die Linke, hein. Moi je me souviens qu'en 2017 on parlait plus de Die Linke que ces dernières années, hein, clairement. Bon, apparemment, ils sont pas basés sur la Palestine. Faut savoir qu'il y a aussi eu une scission à Die Linke. Je connais pas trop cette histoire-là. Ces dernières années, elle avait commencé à évoluer vers une ligne contrastée, populiste et eurosceptique, mais aussi confusionniste et opposée à l'immigration. Elle reproche à Die Linke... Alors, ça, c'est la scission. D'accord. Donc, Sarah Wagen... Comment tu prononces ce truc ? Wagener. Après avoir beaucoup hésité, elle a fini par scissionner du parti, créant son propre parti, le BSW. Littéralement son nom, ok, trop bien. Pas du tout un red flag. Né en RDA, historiquement une figure du premier plan de l'aile marxiste et opposée au compromis du parti, Wagen, je sais pas quoi, on s'en fout, elle est allemande quoi, était depuis longtemps déjà opposée au reste de la direction de la DL, de Die Linke. À droite sur la photo, Gregor Gysi, figure historique de l'aile modérée. Ces dernières années, elle avait commencé à évoluer vers une ligne contrastée, populiste et eurosceptique, mais aussi confusionniste et opposée à l'immigration.
Elle reproche à Die Linke d'avoir favorisé des thématiques comme les droits LGBT au détriment du social, de viser un électorat jeune et urbain, d'avoir abandonné l'électorat historique. Ouais, donc c'est Ruffin, quoi. Peut-être un peu pire que Ruffin quand même. Peut-être plus Kuzmanovic, ouais. Après, Ruffin, Ruffin, il pense ça sans le dire aussi clairement. Mais c'est ça concrètement, Ruffin. C'est juste qu'il est coq et il ose même pas dire ce qu'il pense. Électorat jeune et urbain, ok. Depuis le lancement de BSW, celui-ci a systématiquement dépassé Die Linke, tant dans les sondages où il a atteint jusqu'à 16%, là où Die Linke a pu descendre jusqu'à 2%. What? Mais aussi dans les urnes. Je pense qu'ils ont le même truc en France dans leurs sondages qui désavantage complètement la gauche de rupture et genre qui sont littéralement la CIA, non? Aux élections régionales de 2024, dans 3 Länders de l'Est, il a réalisé plus de 10% des voix, là où Die Linke s'effondrait, y compris dans son fief de Thuringe, où le président sortant Ramelow était le seul dirigeant d'un land membre du parti. Ok, aux européennes, ils se sont chiés dessus. Ces derniers mois de campagne ont annoncé la couleur. Dans toutes les enquêtes d'opinion, les 3 partis de la coalition sortante perdent des plumes. Le SPD, ok, bon ça c'était un peu avant l'élection. Les écolos alternent entre la stagnation et la légère baisse. L'AfD, en pleine dynamique soutenue par la nouvelle internationale réactionnaire des Musk, Trump et autres Milley, semble se diriger vers un résultat historique au-dessus des 20%, donc ça a été le cas. Du côté de la gauche, enfin, jusqu'au début janvier, rien ne semblait pouvoir empêcher BSW d'entrer au Bundestag en damant le pion à Die Linke, confiné en dessous des 5% dans les sondages. Die Linke a abordé ces élections très consciente du risque de perdre toute représentation parlementaire. Parti avec 10 députés, Wagener leur avait déjà fait perdre leur groupe parlementaire et du financement public, obligeant le parti à licencier nombre de ses permanents. Ah, ils ont fait un comeback quand même. Comment ils ont fait? Ils ont mis en avant des figures historiques de Die Linke, d'accord? Le vétéran Gregor Gysi, actif dans la direction du parti depuis 35 ans. Début janvier, la campagne a été marquée par une première. Le chef des conservateurs, M. Merz, a pour la première fois collaboré avec l'AfD à l'occasion du vote d'une motion anti-immigration au Bundestag. Ce précédent, donc genre littéralement ce qu'ont fait les macronistes, ce précédent a déclenché une immense réaction antifasciste dans toute l'Allemagne, particulièrement dans la jeunesse, avec des centaines de milliers d'Allemands manifestant dans les rues. L'AfD, issue de milieux néo-nazis et d'une extrême droite particulièrement radicale, ultralibérale, réactionnaire, nationaliste, transphobe, ce mouvement antifasciste et populaire est très vite entré en résonance avec le discours de Die Linke, seule organisation non compromise avec la CDU, seule à être vraiment offensive sur la question antifasciste. Testé à 3% début janvier, Die Linke a connu depuis lors une dynamique sondagère impressionnante et rare en Allemagne, portée par ses vétérans comme par des personnalités jeunes et très populaires sur les réseaux sociaux, comme Heidi Reichinek, 36 ans, tatouage de Rosa Luxembourg sur le bras. Ouh, un petit peu basé quand même. Députée antifasciste et féministe cumulant des millions de vues sur TikTok et Instagram, Die Linke semble connaître un succès galopant depuis 6 semaines. Ouais, quand t'as littéralement le tatouage Rosa sur le bras... Pas très neutre et apolitique tout ça, on va dire. Tout le parti a adopté un discours simple, concentré sur l'AfD et les questions sociales et de logement, tourné vers la jeunesse et les réseaux sociaux. On peut ainsi voir Gregor Gysi, vieux bureaucrate modéré de 76 ans, ancien du SED Donnecker, fils d'un ministre de la RDA, devenir une star TikTok ou poser avec des graffeurs à Berlin. Basé de fou. Ils ont fait une grosse campagne sur les réseaux sociaux et une double stratégie dans les centres urbains. Globalement, la ligne de LFI dans l'Allemagne de l'Est, des vieux politiques blancs de 70 ans qui ont dirigé des Länder depuis des années, pardon. C'est lequel le graffeur, je sais pas, un des deux. Devenir une star de TikTok ou poser avec des graffeurs à Berlin, en attendant les résultats sont là. Plus de 30 000 nouveaux membres ont rejoint le parti en 2025, en moyenne âgés de 28 ans, lui laissant désormais tutoyer les 90 000 cartes. Les meetings ne désemplissent pas du tout. Ok, ouais, ils ont des slogans antifascistes. Ouais, ils ont fait une remontée de ouf. Hein. Dans les sondages, Die Linke est monté jusqu'à 9% dernièrement. Rappelle qu'à un moment, il était à 2%. Hein. Et donc, au final, ils font 8,8. Ils font 8,8, les gens. C'est quand même pas assez, je dirais quand même. Hein. C'est pour ça, à chaque fois, je vous dis, regardez à quel point en France... Quand même, on a de la chance d'avoir une gauche de rupture forte et vous êtes là à doomer pour la France, H24. Dites-vous que l'équivalent de LFI ne fait pas 22% en Allemagne, les gens. L'équivalent de LFI fait 8%. C'est pas des démocrates. Ce qui est quand même une catastrophe dans l'absolu, même si c'est bien par rapport à ce qui était prévu. D'ailleurs, attendez, j'ai vu la réaction de Mélenchon par rapport à cette élection. LFI, c'est socialiste. De quoi? Qu'est-ce que tu entends par socialiste? LFI, c'est juste normal, les gens. Enfin, je sais pas, regardez le programme. Le programme, ça a juste l'air d'être du bon sens. C'est assez centriste au final. Arrêtez avec les étiquettes, les gens. Arrêtez avec les étiquettes. On s'en fout de les étiquettes. Si vous avez un désaccord de fond avec une proposition du NFP ou de LFI, il n'y a aucun souci. Moi, j'en ai, par exemple. Parlez-en. Dites-moi, c'est quoi votre désaccord?
Vous êtes incapable de réfléchir par vous-même à ces sujets-là si votre approche c'est d'arriver et de dire MDR, en fait, telle partie, c'est telle étiquette, point, et donc du coup, et alors? On s'en fout des étiquettes en fait. Qu'est-ce qu'il propose? En quoi ce qu'il propose va améliorer notre vie ou ne pas l'améliorer? Est-ce que c'est une bonne idée, une mauvaise idée? C'est ça qui compte, c'est pas l'étiquette. Ok, alors c'est quoi cette take? En Allemagne, la politique du centre-gauche PSELV centre a produit le désastre habituel, la victoire de la droite dure et la percée de l'extrême droite. En s'alignant sur une politique de rupture antiraciste et antilibérale, Die Linke double son score et revient sur la grande scène. Un futur redevient possible. Bah, je suis désolé, mais là, il a raison, les gens. Son analyse, elle est bonne. Les gens en ont marre du statu quo. Les gens veulent que ça change. Beaucoup de gens ne comprennent pas quelles mesures politiques vont réellement conduire à des changements positifs dans leur vie. C'est pour ça qu'il faut défendre les idées en argumentant, en expliquant en quoi telle mesure va améliorer la vie des gens. Est-ce que ça va y améliorer réellement? Oui, non, et en quoi ça le ferait? Et refaire la démonstration pour expliquer aux gens. Les gens sont à la quête d'un changement. Ils sont en quête de changement du statu quo. Vous avez vu, même dans 2024, il y a une analyse qui a été faite là-dessus. Dans tous les pays occidentaux, les partis qui représentaient le statu quo, les partis sortants notamment, ont fait des scores au plus bas. Ils ont été sanctionnés par les électeurs. Et vous avez partout une montée de soit la gauche de rupture, soit l'extrême droite, soit le fascisme. Et dans un tas de pays, c'est l'extrême droite qui a déjà gagné. Dans certains, c'est la gauche de rupture. Au Mexique, par exemple, en Espagne, c'est peut-être pas aussi gauche de rupture qu'en France, mais ça va quand même dans le bon sens. Bref, les gens, je sais pas trop ce que je peux dire de plus sur l'élection allemande. Je pense qu'il faut voir un bon signe sur la résurgence et le comeback de Die Linke. Par contre, il faut vraiment que ça continue. Il faut que ça soit le début d'un mouvement antifasciste d'ampleur en Allemagne, parce que je suis désolé, mais leur doublement de leur score de littéralement les nazis 2, avec en plus une droite dure qui a 28% et qui est prête en gros à s'allier avec l'AfD, je veux dire, c'est vraiment comme l'aile ciotiste des LR, quoi. Ils sont totalement OK, ils votent des projets de loi ensemble avec l'AfD. Je veux dire, c'est comme nos gros droitards en France qui sont soit déjà d'accord sur le fond avec l'extrême droite, reprennent leurs projets de loi, reprennent leurs éléments de langage, reprennent leur propagande, leurs mensonges, et carrément votent des lois avec eux parfois. Hein. Donc voilà, je suis quand même assez inquiet pour le futur de l'Allemagne. Je vois une petite lueur d'espoir avec Die Linke et ce mouvement citoyen qui s'est mobilisé là, mais il va falloir que ça soit beaucoup plus gros. D'ailleurs, je voulais voir le taux de participation. Énorme taux. 82% de participation. Mieux que la France, hein. L'Allemagne demande à la France l'arme nucléaire selon JLM. Quoi? Attends, c'est un vrai truc ça? L'Allemagne, ils n'ont pas le droit d'avoir une arme nucléaire. C'est vrai que quand tu vois cette barre pour Die Linke et tu vois les gens dire victoire, gauche de rupture qui progresse et tout, oui, il y a une progression. Mais genre, c'est quand même des sacrés droitards en Allemagne. Hein. C'est vraiment flippant l'Allemagne. C'est le cas, ils veulent le parapluie français et anglais. Bah pour l'instant, c'est l'OTAN. Il n'y a pas l'élection présidentielle bonapartiste comme nous qui phagocyte tout. Ouais, mais après, il y a aussi un problème idéologique de fond en Allemagne en ce moment. Attentat. Les 2 mois qui précèdent la tenue du scrutin sont marqués par une succession d'attaques terroristes. Un homme d'origine saoudienne d'extrême droite fonce dans la foule du marché de Noël de Magdebourg le 20 décembre 2024, faisant 6 morts et 299 blessés. J'adore qu'il mentionne l'origine saoudienne, alors que genre, hostile à l'islam. Ouais, c'était le mec que les gens qualifiaient d'apostat. Cet homme arrivé en Allemagne en 2006 était connu pour ses opinions radicalement hostiles à l'islam, après avoir rompu avec sa religion et pour être favorable au récit conspirationniste d'extrême droite sur une islamisation de l'Europe. Donc c'est littéralement un mec d'extrême droite. Hein. En fait, c'est un gars qui est d'accord avec l'AfD sur à peu près tous les sujets. Selon la justice, l'homme pourrait avoir agi afin de dénoncer le manque de soutien des autorités allemandes chargées de l'asile aux réfugiés saoudiens. Pardon ? L'attaque mortelle a replacé l'immigration et la sécurité au cœur de la campagne à peur d'une islamisation de l'Europe. Genre, croit littéralement au complot d'extrême droite. On ne sait pas à quel point ça a joué dans cette attaque-là, dans cet attentat-là qu'il a fait. Mais genre, c'est clairement un attentat d'extrême droite, d'accord? Je sais pas comment... Oui, mais il est d'origine saoudienne. Ouais, c'est ça, c'est genre... Tu sais, t'as un membre des Zouaves, Paris, pro-Zemmour, je sais pas quoi, qui va faire un attentat à Paris, et ils vont retrouver dans son arbre généalogique, on va dire « Ah non, mais regardez, en fait, son grand-père est d'origine marocaine, du coup, en fait, regardez, c'est quelqu'un d'origine machin. » Cet attentat pose la question de l'immigration. Aucun rapport avec l'idéologie d'extrême droite de la personne en question. Mais bon, c'est sûr que l'AfD a dû surfer là-dessus. Ils adorent les attentats. Ces attentats ont contribué à mettre le thème de l'immigration en tête des préoccupations de tous les partis politiques. C'est un peu la même merde qu'en France, quoi. Hein.
La CDU-CSU propose un durcissement des contrôles aux frontières et le refoulement des demandeurs d'asile sans papier. L'AfD va encore plus loin en proposant une remigration des populations d'origine étrangère. Ouais, rendez-vous compte que genre l'AfD, c'est genre reconquête, voire plus extrême que reconquête encore. Hein. Genre plus ouvertement néo-nazi que reconquête. Le SPD, tout en prenant des expulsions rapides pour les délinquants, mise sur une politique d'intégration et de retour volontaire. Donc il y a que Die Linke qui sont un minimum basés sur le sujet, quoi. Tout le reste, c'est une catastrophe. Sur le plan de la défense, la CDU-CSU propose un retour au service militaire obligatoire. Les Verts et le FDP misent sur une modernisation de l'armée fédérale pour en faire la force armée conventionnelle la plus puissante d'Europe. Alors en plus, ils sont en plein réarmement. L'ingérence de Musk, qui a publiquement soutenu l'AfD, a ajouté une dimension internationale à la campagne, suscitant des critiques de la part du chancelier Scholz et des autres partis. En janvier 2025, une ingérence russe manipule l'opinion contre les Verts en réalisant des sabotages et en les faisant revendiquer de manière fallacieuse. What the fuck? La guerre est la seule solution pour éradiquer le nazisme en Allemagne. Nous allons... Macron qui lance une opération spéciale de dénazification de l'Allemagne. Guerre préventive. Nous devons lutter. Affréter les sous-marins. On va faire des frappes préventives sur l'Allemagne avant qu'ils aient le temps de reprendre la Pologne. Voilà les gens, tout va bien. Tout va bien, il n'y a pas de souci. On a le temps, on n'a pas besoin de me faire gagner la gauche dans une puissance occidentale. On peut continuer à faire de la merde, à inviter Jérôme Guedj sur les plateaux, à le laisser dérouler sa merde. Cautionner des petits partis qui vont faire 1% aux élections et dire c'est très important qu'ils participent quand même, c'est super important. On peut continuer à dire les abstentionnistes, on peut les comprendre. C'est normal de ne pas aller participer à une élection quand l'extrême droite risque de gagner et que le néolibéralisme au pouvoir depuis 30 ans mène juste au fascisme tant qu'on change pas le statu quo. On a le temps, vous inquiétez pas.